La violence au Conseil des ministres, faire échec à ses manifestations, s'attaquer à ses racines, Monseigneur Etchegaray, invité de notre journal. Alerte aux oranges empoisonnées d'Israël dans 18 pays européens, elles contiendraient du mercure mais les risques sont très limités. J'ai compris, j'ai été fait aux pattes, Yves Maupetit décidé à tout dire sur ces meurtres. Beaubourg, un an après, 6 millions de visiteurs, la raffinerie devient musée de la foule. Madame, mademoiselle, monsieur, bonsoir. Peut-on manger des oranges sans danger? Si je vous avais posé cette banale question il y a quelques jours, votre réponse aurait été sans aucun doute favorable. Aujourd'hui, lorsque vous saurez ce qui s'est passé en Hollande et en Allemagne, cette réaction, eh bien, elle serait peut-être différente. Cela parce que même la politique s'intéresse aux fruits, surtout quand ces fruits viennent d'Israël. 5 enfants ont été légèrement intoxiqués aux Pays-Bas après avoir mangé des oranges en provenance d'Israël. En Allemagne, un fruit venant lui aussi d'Israël a été analysé. Il contenait une substance que l'on suppose être du mercure. Tentative d'empoisonnement donc revendiquée même par un mouvement, l'armée arabe révolutionnaire, dont il est vrai personne n'avait entendu parler jusqu'à présent. Plusieurs pays européens ont ouvert une enquête, les contrôles sanitaires ont été renforcés. C'est que c'est peut-être une guerre économique qu'ont ainsi voulu déclarer certains Palestiniens à l'État d'Israël. Attention, cette orange est une arme, la dernière venue dans l'arsenal des Palestiniens. Mais plutôt une arme psychologique qui a déjà en un jour atteint son objectif, puisque dans 18 pays, l'alarme est donnée. Mais cette goutte de mercure métal découverte dans un fruit importé d'Israël n'est en fait pas toxique du tout. 14 oranges polluées détectées en Hollande et une en Allemagne de l'Ouest, toutes contenaient du mercure. C'est sans danger, disent les spécialistes du centre antipoison de Paris. Pour les 5 enfants incommodés aux Pays-Bas, ce n'aurait pas été si grave que l'on a cru d'abord, à moins qu'il n'y ait eu une autre cause. Les contrôles cependant se poursuivent tant en Hollande qu'en République fédérale allemande. Les laboratoires sont mobilisés, le public est mis en garde. Aujourd'hui, la vente des fruits en provenance d'Israël est tombée presque à zéro, alors que se poursuivent normalement les expéditions vers l'Europe. Haben Sie keine Angst, Apfelsinen zu verkaufen? Nein, bestimmt keine israelische, denn es ist eine Probe von der Behörde entnommen worden und die Probe ist negativ ausgefallen und wir werden weiterhin israelische Produkte verkaufen. Voilà, alors un test a eu lieu ce matin, il a été fait par l'administration locale, il a été négatif, donc ce commerçant de Bonn peut continuer à vendre ses oranges, malgré le fait que l'on sache à l'heure actuelle avec certitude que certaines de ces oranges aient été empoisonnées au mercure, et cela dans le port d'Amsterdam. Sauf à Berlin et à Hambourg, aucune orange n'a été retirée du marché. Les autorités demandent simplement aux consommateurs d'être vigilants. Bien évidemment, les ventes d'oranges en provenance d'Israël ont chuté aujourd'hui en Allemagne fédérale au profit d'agrumes venant d'Afrique du Nord. C'est donc l'économie israélienne qui est visée au premier chef. La menace n'est pas mineure en ce qui concerne les envois de produits agricoles israéliens vers l'Europe. Pour ce qui est simplement de l'Allemagne fédérale, le commerce des agrumes représente le quart des exportations globales d'Israël. À notre avis, il y avait ici un certain incendie où les oranges qui étaient destinées dans un certain lieu d'Europe étaient contaminées avec de mercure métal en Europe même. Après nos enquêtes, c'est pas possible que cette orange vienne directement d'Israël. Ça prend trop longtemps de faire le voyage pour que l'orange tienne. Et puis, après tous les signes que nous avons vus, c'était fait en Europe même. Ça veut dire dans un lieu assez précis, dans l'endroit où c'était trouvé. Avez-vous l'intention de renforcer les contrôles maintenant? On a toujours un contrôle très sévère, mais évidemment, on va être beaucoup plus prudent maintenant. On va regarder partout, dans toutes les étapes, pour qu'un effet pareil ne se produisera pas. Oui, selon les premières analyses médicales qui ont été faites, les produits découverts dans ces oranges, aussi bien en Allemagne qu'en Pays-Bas, ne seraient que extrêmement faiblement toxiques, et encore à condition de manger des fruits, des oranges en quantité industrielle, si je puis dire, il faudra en manger au moins 15 kilos avant de ressentir quelques symptômes. L'enlèvement du baron Empin, l'enquête semble s'orienter vers l'Italie et plus précisément vers la mafia. Un commissaire de la police française a fait hier un bref voyage à Rome. De sources policières italiennes, on laisse entendre que le point de départ de la piste italienne
doit être recherché dans le rôle actif joué par le gang des Marseillais dans certaines affaires de rapt en Italie. Cela n'empêche pas les enquêteurs de maintenir le dispositif policier mis en place en France depuis 10 jours. Les nouvelles sur l'enlèvement et les tractations restent toujours aussi rares. Certains bruits font cependant état de 2 lettres qu'aurait adressées le baron Ampin à sa famille, 2 lettres dans lesquelles l'industriel demanderait à ses proches de satisfaire toutes les exigences de ses ravisseurs. L'autre affaire qui monopolisait les forces de police, l'affaire Maupetit, est, elle, terminée. Le tueur de Sucy-en-Brie a été arrêté hier soir, peu après 20 heures, dans un bar de Valence, dans la Drôme. Il avait rendez-vous avec quelqu'un susceptible de le faire passer en Espagne. C'est un coup de fil qui a prévenu le SRPJ de Valence que l'homme le plus recherché de France, il est soupçonné d'avoir assassiné au moins 3 personnes, se trouvait dans le bar où il a pu être arrêté, sans avoir tenté d'ailleurs de résister. Solidement enchaîné par 2 paires de menottes, Yves Maupetit, ce repris de justice de 29 ans, évadé de l'hôpital de la Pitié le 28 novembre dernier, a été transféré cet après-midi à Versailles pour y être entendu sur la prise d'otage commise le 20 janvier en Seine-et-Marne. Il a subi son premier interrogatoire ce matin à Lyon et sera présenté demain à Évry pour le double meurtre de Sucy-en-Brie. C'est à 600 km de la région parisienne, où 14 000 policiers le recherchaient, qu'il a été arrêté hier soir, en douceur, dans ce bar de la banlieue nord de Valence, que vous allez voir dans un instant. Il a été arrêté par 4 inspecteurs de la police judiciaire et de la sûreté urbaine, dont une jeune femme, Geneviève Rostin. Vous allez apercevoir Geneviève Rostin dans quelques secondes. La voici. Maupetit, qui prenait l'apéritif, les avait pris pour des consommateurs. Par surprise, des policiers se sont jetés sur lui. Rasé de près, la moustache et les cheveux coupés, il ne portait pas d'armes sur lui, mais il avait dans une petite valise son fusil à canoncier. Il n'a pas eu le temps de s'en servir. Dans un premier temps, nous avons décidé d'intervenir de 3 côtés à la fois, avec un petit décalage, de manière à ne pas attirer l'attention de Maupetit. Une équipe qui est entrée dans le bar et qui s'est mêlée aux consommateurs, et pratiquement immédiatement, en support, une équipe est entrée par l'arrière et par l'entrée principale, et tout ça conjugué a amené la neutralisation immédiate de Maupetit, qui avait, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, été repéré au préalable. Il n'a absolument pas eu le temps d'esquisser le moindre geste, et c'est la raison pour laquelle cette opération s'est soldée par une réussite magistrale à 100%. Arrivé en train à Valence, Maupetit avait rendez-vous avec des passeurs. Il aurait peut-être réussi à fuir en Espagne si un informateur de la police ne l'avait pas donné. Son odyssée meurtrière avait commencé le 15 janvier en compagnie de cette ancienne prostituée, Janine Thériel. Armé de fusils de chasse, le couple s'était fait remettre argent et bijoux dans un pavillon de Sucy-en-Brie. Les 2 complices avaient emmené en otage cette jeune femme avant de l'abattre et de la jeter dans un ruisseau. Son mari avait été tué avant la fuite et leurs 2 enfants blessés par balles. L'enquête commence dans la villa alors que les 2 meurtriers forcent les barrages de police, tirent sur les policiers pour protéger leur fuite. La femme est arrêtée, elle révèle l'identité de son complice et avoue d'autres agressions. Traqué par toutes les polices de France, Maupetit réapparaît dans la nuit du 20 au 21 janvier en Seine-et-Marne. Il enlève cette femme, Gisèle Jacquemin, à Jouarre, épouse du gérant d'une maison de retraite. Il veut l'échanger contre Jacqueline Thériel. Quelques heures plus tard, alors que l'alerte est déjà donnée, Maupetit revient dans l'établissement pour s'emparer de 20 000 francs. Dans l'après-midi, il libère son otage à Paris. On le voit encore en région parisienne. Hier soir, il est arrêté à Valence. Il serait prêt, dit-on, à passer aux aveux. Le Conseil des ministres de ce matin a d'ailleurs consacré une large part de ses délibérations à cette violence qui inquiète tant les Français. Base de la réflexion du gouvernement, le rapport de la commission présidée il y a quelques mois par M. Alain Peyrefitte et la synthèse qu'en avait réalisée le garde des Sceaux. Pour le chef de l'État, le gouvernement a le devoir de répondre à la préoccupation des Français tout en respectant les principes fondamentaux de la société française qui sont le droit des personnes et le respect des procédures de justice. Le président de la République a aussi, Paul Lefebvre, demandé au gouvernement de présenter pour la fin du mois de février un premier calendrier de réalisation. Oui, en réalité, c'est un ensemble important de 15 projets de loi et de 11 décrets, dont les textes seront présentés, vous venez de le dire, sans doute avant les élections, mais dont l'application va demander beaucoup plus de temps, ne serait-ce que parce que certaines de ces mesures ont des implications financières qui devront être inscrites au budget 79.
Alors partons du principe que la violence est une conséquence d'une série de facteurs recouvrant toute la vie de la société, le garde des Sceaux propose au gouvernement quelque chose qui ressemble finalement à une nouvelle politique. D'abord en ce qui concerne la famille, par exemple un aménagement des horaires de travail. Le comité de réflexion sur la violence s'est en effet rendu compte que la majorité des délinquants provenaient de cellules familiales dissoutes ou déséquilibrées. L'école, il va falloir sans doute repenser la formation des jeunes, y compris se poser la question de savoir si la prolongation de la scolarité est bien acceptée par tous les jeunes. Ensuite, une meilleure organisation des loisirs, en particulier une mesure très intéressante, c'est-à-dire l'accès de tous les jeunes aux installations publiques sportives. L'urbanisation aussi, avec la disparition progressive du gigantesque. En matière de cinéma, les maires des communes vont être incités à réfléchir sur l'impact que peut avoir sur leur communauté le passage des films classés violents ou pornographiques. Également une nouvelle campagne de lutte contre l'alcoolisme, dont les séquelles sont à la base d'une majorité des actes de violence. Justice, on va étendre l'expérience des conciliateurs. Vous savez, ces juges supplétifs, c'est une expérience actuellement qui a lieu dans 4 départements, de ces juges supplétifs qui tendent à régler à l'amiable les petits conflits et à désengorger finalement les tribunaux. Alors pour ce qui concerne les jeunes délinquants, les juges vont avoir la possibilité, ça c'est également une initiative intéressante, les juges vont avoir la possibilité de remplacer les peines de prison par des participations à des actions collectives, par exemple le nettoyage des villes, les travaux dans les hôpitaux, etc. Ça c'est intéressant. Alors pour ce qui concerne également le système pénal, une politique de plus grande fermeté va être mise en œuvre en ce qui concerne les grands délinquants. Et des textes sont déjà en application pour mieux contrôler les permissions de sortie, mais dont le principe n'est pas remis en cause. À noter également, je crois que c'est très important, un plan de répartition beaucoup plus équilibré des forces de police sur toute la France, et la création d'un organisme permanent de réflexion sur la violence. Enfin, le gouvernement va demander aux chaînes de télévision, et là ça nous intéressait plus particulièrement, aux chaînes de télévision donc de limiter le passage des scènes de violence. Mais il est évident qu'une question là se pose, doit-on couper, doit-on censurer en quelque sorte ces scènes de violence qui sont le reflet de l'actualité dans les journaux télévisés? Réponse d'Alain Perfit. On ne peut pas empêcher la télévision, pas plus que les journaux, de faire leur travail d'information. Simplement, une certaine discrétion dans le choix des images est sans doute souhaitable. Il est probable que la multiplicité des images violentes a peu à peu un effet d'entraînement sur des âmes fragiles, sur des adolescents par exemple, ou sur des adultes pas très solides, et cela risque de provoquer des impulsions de passage à l'acte. Par conséquent, il est souhaitable que ces scènes de violence soient présentées le moins souvent possible et à des heures de faible écoute. C'est pourquoi nous préparons un texte qui tente à ce que les différentes chaînes de télévision, dans leur cahier des charges, se voient imposer cette règle. Mais même dans les journaux télévisés. Nous n'avons pas encore tranché cette question, mais il paraît souhaitable, en tout cas, que des recommandations soient faites pour éviter que des images de violence et d'horreur soient présentées à l'intérieur des journaux télévisés, dans toute la mesure du possible. Bien, attendons donc le libellé de ce texte. Mais on peut aussi s'interroger, comment les Français ressentent-ils directement cette violence? Se sentent-ils tous personnellement concernés? Je crois que ce n'est pas le cas. La France de 1978 ne ressemble pas en effet à la France du Moyen-Âge, et statistiquement, la criminalité est moins importante aujourd'hui qu'il y a un siècle seulement. Seulement voilà, il y a un siècle, on ne savait pas qu'un crime ou qu'un vol avait été commis à quelques kilomètres. Aujourd'hui, tout le monde le sait. La psychose de la violence peut donc naître plus facilement, et c'est alors la peur qui s'installe. Pavillon de banlieue, triste, les jeunes s'en vont, laissant derrière eux les parents qui vieilliront ici. Cité dortoir, refuge des exclus de la grande ville. Ces paysages portent en eux l'ennui, source de révolte et parfois de délinquance. Monsieur et madame le docteur Chaput habitent un pavillon près de ce lieu de rendez-vous classique des désœuvrés qu'est le bistrot. Ils sont heureux, ils ont 3 enfants, ils sont aisés, c'est suffisant pour qu'on les agresse régulièrement. Bien l'an dernier, mon mari s'est fait attaquer par une bande de voyous, une dizaine contre lui, et pour vouloir défendre un petit garçon, il a été trauma crânien, clavicule cassée. Ça se passait devant cette porte? Devant la maison, à 8 h le soir. Ce genre de choses arrive souvent dans la région? Malheureusement, beaucoup trop souvent, et si vous voulez, je peux vous montrer quelques exemples qui ont lieu juste du quartier à côté. Il aura fallu beaucoup de temps, beaucoup de persuasion avant de décider quelques personnes à raconter ce qui leur était arrivé. Un médecin dont on avait il y a quelques mois séquestré les enfants n'a pas voulu remuer des souvenirs pénibles.
Le responsable d'un gigantesque parking souterrain, devenu repère buvette fumoir pour une bande de voyous, craignait de montrer son visage. Nous avons fait d'autres tentatives. Eh bien, il nous est arrivé le 24 décembre et le 14 janvier dernier. Deux fois donc. Deux fois. Une attaque à main armée de jeunes de 16 ans qui nous ont réclamé l'argent. Ils étaient la première fois 4 et la deuxième fois une seule personne. Vous avez peur masquée. Maintenant, oui, c'est-à-dire que maintenant, disons qu'on y pense beaucoup, surtout le samedi, ça nous est arrivé toujours le samedi. Et disons que la première fois, le samedi, nous fermions la porte à clé et on ouvrait seulement au fur et à mesure de la clientèle, enfin, au fur et à mesure que les clients arrivaient. Tenez, une de mes amies qui a un salon de coiffure récemment a été cambriolée. Je pense qu'on peut lui demander de nous raconter ce qui s'est passé. J'ai eu une réaction un petit peu idiote, si on peut dire, car j'ai pris la tirelire qui se trouvait sur cette caisse et je la lui ai parti quand même avec toute la caisse. Il était armé donc? Il était armé d'un revolver. Vous avez pris des risques? Avec un canon long. Oui, bien sûr, j'ai pris des risques, mais ce que je voulais sauver, c'était d'une part les clientes et également ma caisse. Alors ici habite une personne âgée. J'ai peur qu'elle ne vous ouvre pas parce que depuis 12 ans qu'elle vit seule, elle est hantée par le fait d'être cambriolée, visitée. On peut toujours essayer, je ne sais pas. Essayer. Les personnes âgées et seules sont les proies faciles des plus lâches voleurs. Pour des milliers de vieillards, une seule solution, se barricader. Non, je ne ferai pas. Et ça fait 12 ans que j'ai peur. Derrière nous encore, de la violence, des attentats? Un couple d'amis habite là, une personnalité. Un cambriolage a eu lieu il y a 3 semaines à peu près et la police n'est toujours pas intervenue. Mon mari a été demandé un permis de port d'armes et s'est acheté une arme et en principe, puisque vu que nous avons pas mal de jardins, il pourra tirer du premier étage sur les personnes qui peuvent voir traverser le jardin. Se défendre soi-même, réaction courante, l'actualité le prouve, mais également réaction condamnable et condamnée. Le problème de la violence, cela ne fait pas de doute, ne sera pas réglé du jour au lendemain. Il faut donc que chacun y réfléchisse individuellement ou bien sûr collectivement. L'Église, pour sa part, intervient assez fréquemment sur ce sujet. Sa dernière intervention, elle est d'ailleurs à l'encontre, disons, des sondages d'opinion qui sont publiés depuis quelques semaines. Les évêques ont dit non à la peine de mort. Monseigneur Etchegaray, vous êtes ce soir avec nous en direct, vous êtes à Marseille. Pensez-vous que face justement à ces événements actuels, l'affaire Ampin, l'affaire Maupetit, tous les catholiques de France soient d'accord avec les évêques de France quand vous dites non à la guillotine? Bien, je pense que tout d'abord qu'on n'aura jamais de paroles assez fortes pour déplorer, mieux encore pour condamner la violence. Et la violence sous toutes ses formes, car elle s'est glissée partout. La violence n'est plus seulement le fait de professionnels, mais elle est livrée à des bandes d'amateurs, souvent à des jeunes qui d'ailleurs y goûtent comme un nouvel opium. Et déshonorer la violence, dénoncer le faux prestige des violents est le devoir aujourd'hui de tous et pas seulement de quelques-uns. La société, et ça nous l'avons dit dans le document de la commission sociale, la société se doit de protéger ses membres contre les criminels. Et ce devoir est encore plus impérieux quand se multiplient les actes de terrorisme, les prises d'otages, les meurtres d'enfants et de vieillards sans défense. Enfin, croyez-vous être suivi quand vous dites non à la guillotine, par les catholiques, je dis bien, par les catholiques français? Voyez, je crois que la question est plus complexe que cela. On a dit non à la guillotine, mais il faut voir ce qu'il y a derrière ce souhait de l'abolition de la peine de mort. Nous sommes bien conscients, encore une fois, du climat d'insécurité croissante dans lequel nous vivons. Mais la question est de savoir comment faire. J'ai vu le film comme les autres téléspectateurs. La question est de savoir comment ne pas nous laisser entraîner nous-mêmes dans l'escalade, dans ce qu'on appelle la spirale de la violence. Est-ce qu'il ne faut pas lutter davantage contre les causes profondes qui poussent à la violence, à la délinquance, et ne pas se contenter de maudire ces funestes effets? Nous avons entendu tout à l'heure que le rapport à l'imperfite sur la violence a été présenté aujourd'hui, a été étudié. Bien, un des rédacteurs de ce rapport, je crois le directeur de l'Institut de criminologie de Paris, a écrit ces temps-ci un livre au titre significatif, Notre violence.
Et je pense que ça doit nous faire mal de s'entendre dire que la violence aussi est en nous et que reconnaître en tout homme il y a un ressort qui peut le propulser vers la violence au moindre déclic d'une injustice, d'une inégalité, voire d'un sentiment de frustration ou de domination. Et puis aussi, nous avons tout à l'heure entendu parler des films. Quand on voit certains films violents, de Bonnie and Clyde à Rollerball, j'ai vu ces 2 films, quand on lit des bandes dessinées vouées à la rage de tuer, comment tolérer? Comment peut-on supporter une violence qui est malheureusement banalisée aujourd'hui, presque codifiée et parfois, hélas, hissée au niveau d'un jeu ou d'un spectacle? Tout cela, nous devons bien être conscients que ça existe. C'est sûr, il ne s'agit pas de considérer les bourreaux, les agresseurs comme plus intéressants que les victimes. Et voyez, je trouve qu'on ne parle pas d'ailleurs assez des victimes et de leurs familles. Et que quand presse, radio, télé se sont tues, bien c'est alors qu'il faudrait penser à ces victimes et à leurs familles, car alors elles sont trop seules. J'en ai eu des confidences. Monseigneur, vous vous élevez contre la peine de mort, l'Église s'élève contre la peine de mort à 50 jours des élections législatives rapidement. Vous ne craignez pas de voir justement l'Église récupérée par tel ou tel camp? Tout peut se faire, c'est pas ce que nous cherchons, vous le savez bien. Dans cette déclaration qui est toujours à contre-temps, toujours, tout ce que nous pouvons dire, surtout quand on essaie de voir plus loin que l'opinion publique, plus loin que les sondages. C'est sûr que nous avons été à contre-courant. Mais ce qu'on a voulu montrer encore une fois, c'est la fine pointe du document des évêques veut indiquer qu'on ne peut pas considérer comme normal, comme fatal, que pour défendre la vie, pour protéger la vie des uns, il faille supprimer la vie des autres. Mais en disant cela, nous avons dit avec autant de force qu'il faut tout faire, et on ne fait jamais assez pour lutter contre les causes qui poussent à la criminalité. Dislocation des familles, exaltation de l'argent, étalage d'inégalités criantes, extension de l'alcoolisme, urbanisation échevelée, nous l'avons encore vu tout à l'heure. Mais tout cela, que faisons-nous pour faire face à cette situation? Bien, Monseigneur, je pense que nous aurons l'occasion d'en reparler avec vous dans une prochaine émission que nous consacrerons à ce problème de la violence. En tout cas, Monseigneur Etchegaray, je vous remercie de vous être déplacé ce soir dans notre studio de Marseille. Mais le Conseil des ministres n'a pas parlé que de cette violence. Aujourd'hui, 106 mesures ont été également approuvées. Je ne vais pas vous les lire, ces 106 mesures. Sachez qu'elles traitent toutes de la qualité de la vie et qu'on peut les regrouper en 9 grandes rubriques. La cité, la pollution, le patrimoine naturel, le rôle des associations, l'éducation, l'aménagement du temps, les vacances et le temps des loisirs. Le gouvernement a décidé qu'une part du budget 79 sera réservée à l'application de ces mesures et par ailleurs une délégation à la qualité de la vie sera prochainement créée. Nous ne savons pas encore quelle sera la personnalité choisie pour occuper ce poste. En politique, je me contenterai ce soir de vous citer quelques-unes des phrases prononcées aujourd'hui dans le cadre de la campagne électorale. Pour M. Gaston Defferre, et nous parlons là de la controverse sur les institutions, pour M. Gaston Defferre, M. Raymond Barre est le chef d'orchestre clandestin d'une sorte de complot visant à faire croire que M. Mitterrand voudrait prendre la place de M. Giscard d'Estaing. Pour M. Chirac, le Parti socialiste se trouve dans l'incapacité, à la veille des élections, de dire ce qu'il propose dans les domaines les plus essentiels pour la France. M. Paul Laurent, enfin, du Parti communiste, a réaffirmé aujourd'hui qu'il ne peut y avoir de bonne politique de changement démocratique en France sans la présence de ministres communistes. Ce désir des communistes de participer au gouvernement en cas de victoire de la gauche le 19 mars, M. Georges Marchais le réaffirmera sans doute dans quelques minutes sur le plateau d'Antenne 2. Ce soir à 20h30, le numéro 1 du Parti communiste est en effet l'invité de Cartes sur table. Il répondra en direct aux questions de Jean-Pierre Elkabbach et Alain Duhamel. Tout est prêt au studio 101. M. Marchais est arrivé, Jean-Pierre Elkabbach et Alain Duhamel également. Donc le débat ne va pas tarder à commencer. Cartes sur table à partir de 20h30. Moins 11 milliards de francs, c'est le déficit de notre commerce extérieur pour l'ensemble de l'année 77. Ce chiffre indique un assez net redressement de nos échanges puisque le déficit était en 76 d'un peu plus de 20 milliards de francs. Cette amélioration est due non pas à une diminution des importations, celles-ci ont légèrement progressé en volume, mais surtout à un développement assez net des exportations. Un bon point pour nos importations de pétrole. Le plafond pétrolier de 55 milliards qui avait été défini en mars dernier par le gouvernement a été strictement respecté. Mini Watergate en Allemagne. Le ministre de la Défense, M. Georg Leber, a présenté ce matin sa démission au chancelier Schmidt. M. Leber a reconnu, devant le Conseil des ministres allemand, avoir fait une déclaration inexacte devant le Parlement
à propos d'écoutes téléphoniques. Il avait affirmé que le contre-espionnage militaire allemand n'avait effectué qu'une seule opération et qui visait sa secrétaire. Après enquête, on s'est aperçu que les écoutes visaient aussi beaucoup d'autres personnes. Et puis le cabinet allemand a perdu un autre de ses membres, mais pour une raison toute différente. Le ministre de la Formation et de la Science a démissionné pour motif personnel. Ces problèmes n'ont sûrement pas été évoqués cet après-midi dans la conversation qu'ont eue via le satellite Symphonie messieurs Walter Scheel, Giscard d'Estaing et le Shah d'Iran. Vous allez le constater. Bonsoir, sire. Bonsoir, Monsieur le Président de la République fédérale. Voilà, une conversation à 3 par satellite. On s'est félicité, on a un peu parlé technique et beaucoup progrès des relations entre les peuples. Cette conversation à 3 était en effet organisée à l'occasion de la mise en service en Iran de 2 stations de télévision orbitale et donc cette communication téléphonique était retransmise par le satellite Symphonie. Les travaux de la commission militaire égypto-israélienne ont repris au Caire. La 3e séance de travaux est présidée par les généraux Gamassi et Weizmann, respectivement ministres égyptiens et israéliens de la Défense. Ces travaux de la 3e commission ont pour but de poursuivre la discussion sur la question des implantations de colonies de peuplement et des aéroports israéliens dans le Sinaï. Et pendant ce temps, à Alger, les pays membres du Front de la Fermeté se retrouvent pour une conférence au sommet jeudi. C'est-à-dire demain. À cette conférence au sommet, il y aura d'ailleurs un absent, le colonel Kadhafi, qui a décidé de se faire remplacer par son Premier ministre, M. Abdesalam Jaloud, le commandant Abdesalam Jaloud. 2 fragments du satellite soviétique Cosmos 954 ont été récupérés hier par des militaires de la base de Mamao. Il pourrait s'agir d'éléments appartenant soit à un moteur atomique, soit à un générateur d'électricité atomique. L'un d'eux mesure environ 1 mètre de long sur 99 cm de diamètre. Il émet de très faibles radiations. Nous allons continuer, peut-être en poursuivant sur un musée, le centre Georges Pompidou, en effet. À moins que je regarde l'heure. Tout de suite, je vous le dis, il est 20h26 et 39 secondes et je ne dois avoir absolument aucun retard car M. Georges Marchais nous attend dans quelques minutes sur le plateau 101, en compagnie de Jean-Pierre Elkabbach et d'Alain Duhamel pour Carte sur table. Alors si vous le voulez bien, nous parlerons du musée Georges Pompidou probablement à 23h ou demain. Et je vous propose tout de suite de nous rendre sur les pistes de ski, ou à Garmisch-Partenkirchen très exactement, où c'est un véritable festival autrichien depuis le début de ces championnats du monde de ski alpin. Après la victoire de Walcher dans la descente homme, la descente dame a en effet été remportée par la grande favorite Anne-Marie Pröll-Moser. Anne-Marie Moser a repris en effet ce matin à Garmisch le titre mondial de descente qu'elle avait volontairement abandonné après les championnats mondiaux de Saint-Moritz il y a 4 ans en ne participant pas aux Jeux Olympiques d'Innsbruck. Déjà meilleur temps intermédiaire avec 75 centièmes de seconde d'avance sur la Suissesse Doris De Agostini, celle qui restera dans l'histoire du ski alpin comme la plus grande championne que ce sport ait connue, faillit tout compromettre par une faute très visible dans la dernière partie d'un parcours exempt pourtant de difficultés majeures. Il fallait avant tout glisser vite et bien Anne-Marie Moser, 25 ans, qui n'a jamais été championne olympique, et c'est bien dommage, devance la jeune Allemande Irène Eplé de 24 centièmes et Doris De Agostini, suisse, de près de 2 secondes. À noter que pour la première fois, Anne-Marie skiait avec des skis d'homme longs de 2,25 mètres. Pourtant, elle n'était pas contente. Il y avait un tirage du loto aujourd'hui. Vous allez découvrir avec moi les numéros gagnants. Le 2, le 7, le 16, le 37, le 44 et le 48. Le numéro complémentaire, le 42. Avant de terminer ce journal, la météo de demain, le temps sera relativement doux, mais il y aura beaucoup de nuages et de pluie, surtout l'après-midi, de la neige en montagne au-dessus de 2000 mètres, et des crues et des avalanches seront à craindre près des Pyrénées. On observera l'après-midi quelques éclaircies passagères au nord de la Loire. Voilà, à 23h20, vous retrouverez Noël Mamère pour la dernière des éditions de notre journal. Quant à moi, je vous quitte en vous souhaitant une très bonne soirée à l'écoute, bien sûr, d'Antenne 2. Bonsoir, à demain.